grosse introduction, justement sur la digitalisation. Digitaliser quoi? C'est les questions qu'on nous pose aussi. On dit: «OK, mais moi, en tant qu'OF, j'aimerais digitaliser, mais je ne sais pas par quoi commencer». Pour qui? Parce que ça se prête à tous les publics ou pas à tous les publics? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire? C'est autant de questions que vous pouvez vous poser. Alors, je vais déjà vous dire, parce que vous êtes là en tant qu'organisme de formation, que tout est déjà une question de stratégie. Ce qui est absolument génialissime actuellement, même si on est sous le coup de cette réforme qui est très lourde pour les organismes de formation, mais le champ des possibles s'est ouvert pour nous d'un point de vue pédagogique, alors qu'on était restreint. On n'avait pas d'autre choix que d'être sur des rails. Là, on peut pratiquement tout faire. Donc, je veux dire, ça va dépendre de votre positionnement et de votre stratégie. Et dans la stratégie, il peut y avoir tout un tas de choses comme je réponds à des appels d'offres de régions où ils imposent du e-learning. Ça peut être le cas. Il y en a beaucoup d'ailleurs maintenant dans les appels d'offres. Je ne sais pas si vous avez vu où il y a imposition de tant de pourcents ou etc. de e-learning. Ça peut être, moi, mon public cible, oui, voilà, j'ai pas d'autre choix de le faire. Donc, je vais vous citer là et expliciter l'ensemble des possibles pour des formations et ou des modules, parce que comme je ou des grains, hein, là, je vais vous parler module, formation, grains, on va un petit peu mettre tout ça dans le même sac. Mais la première chose, le premier choix où on peut se dire qu'est-ce que je vais digitaliser et par quelle étape je vais commencer. Parce que quoi que vous fassiez, ça va être par étapes. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas révolutionner et tout changer en un an. Il faut attendre des cycles pédagogiques, il faut tester. On reste sur des principes pédagogiques. Donc, c'est step by step, d'accord? Néanmoins, vous pouvez vous dire, OK, moi, je vais prendre dans mon OF des grains pédagogiques qui soient transverses. Vous voyez mon chocolat que je vais retrouver dans 10 formations. C'est du e-learning, j'ai pas besoin. Bon, je vais commencer par ça, c'est transverse, tout le monde en a besoin. Des fois, c'est des prérequis, hein, d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ça peut être transverse et ou par méthode pédagogique. Si vous êtes en méthode pédagogique active, méthode active, c'est placer l'apprenant. Ah, bonjour Lauriane. C'est placer l'apprenant, c'est l'apprenant qui est au cœur du dispositif et le formateur qui est plutôt facilitateur. Donc, si vous faites de la pédagogie inversée, je schématise parce que ce n'est pas le sujet, mais la pédagogie inversée, c'est apprendre chez soi et faire ses devoirs à l'école. En d'autres termes, c'est être en asynchrone sur l'acquisition de grains, mais vraiment pas je dépose juste des contenus, hein, ça ne marche pas. L'acquisition de grains, en application, je le fais avec le formateur. Et bien là, si je dois être seule pour acquérir des connaissances ou des compétences, autant que je sois en e-learning. OK? Et du coup, je vais faire ma mise en application directement. Voilà, je peux très bien donner plein de tutorats en cuisine, etc. et faire la mise en application directement sur le terrain. Et réapporter des choses, faire de la médiation, etc. Donc, ça peut être une question de méthode pédagogique. Ça peut être une question aussi de potentiel de vente ou de revente en B2B ou en B2C. D'accord? C'est-à-dire que vous dites, OK, mais en fait, moi, on me demande tout ça et on me le demande sur tout le territoire et au bout d'un moment, je peux plus parce que j'ai pas assez de formateurs ou c'est moi directement et je ne peux pas être partout. Du coup, si je veux couvrir le territoire ou même revendre à d'autres, qui me revendent à d'autres, il faut que je le mette en e-learning. Pareil, attends, voir des visios, du coaching, du présentiel aussi, mais ma modalité principale sera le e-learning. Donc ça, c'est tout à fait possible, d'accord? Il y a l'effet de multiplication. Comme je vous l'ai dit, cette formation, OK, mais là, on va reprendre un autre, je la fais en Occitanie, mais on me la demande 100 fois, tout le monde veut la même chose et tout le monde s'accorde à dire que la première partie en e-learning serait très bien ou toute la totalité et cetera. Je passe en e-learning. Ça peut être aussi, donc tout ça, c'est et ou bien sûr. Ça peut être aussi une pénurie de formateurs ou une forte expertise que vous n'avez pas forcément, que vous ne trouvez pas forcément, qui est très chère. Par exemple, vous les formez dans quelque chose de très précis, vous avez beaucoup de mal à trouver des formateurs, voilà, donc autant, investir un petit peu et le créer en e-learning, voilà, c'est possible. Il y a cette problématique d'accessibilité, la problématique territoriale. Les gens vous disent: «Écoutez, ça a changé, hein, depuis la crise sanitaire», donc les gens peuvent vous dire: «OK, mais moi, c'est compliqué pour moi de me déplacer. On entend souvent sur le territoire, c'est compliqué de venir à Toulouse ou sur Lyon.
ou voilà pour moi, est-ce que vous avez d'autres possibilités? Il y a aussi, et je ne l'ai pas mis dans les stratégies, la stratégie de choix. La multimodalité, telle que les Canadiens la voient, c'est bien sûr proposer, l'ensemble des modalités, les 5 que je vous ai expliquées. Mais c'est le apprenant de choisir sa modalité. C'est-à-dire que, et ça j'y crois énormément, je pense que c'est vraiment l'avenir des organismes de formation en termes de stratégie, c'est de dire: «OK, vous avez le choix, on fait nous le même module, la même formation, elle existe». Alors c'est plus simple pour des formations courtes, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse, en tout cas actuellement. Mais elle existe en présentiel, elle existe en visio et elle existe en e-learning. Et quand c'est des formations un peu plus longues, et je connais des OF qui le font sur des titres, hein, d'accord? Ils peuvent très bien dire: «Ah, ça je le prends e-learning parce que pour moi, là, je suis pas dispo, je vais le faire entre 2 et cetera. Ça, je le fais en présentiel parce que j'ai aussi besoin, le lien social est un des piliers pédagogiques». Mais on peut avoir aussi et construire du lien social en e-learning, c'est certain. C'est pas juste être seul, on peut faire plein de choses ensemble aussi. Donc ça, je vais le faire, je vais le faire en présentiel parce que j'ai envie de me déplacer, de voir tout le monde et cetera. Ça, je le fais en visio et cetera et cetera. C'est la responsabilité des apprenants, d'accord? Néanmoins, bémol, attention, grosse parenthèse, guillemets et cetera. Tous les publics ne peuvent pas commencer directement en e-learning. Être sous un format e-learning en digitalisation, cela signifie qu'on est responsable de son apprentissage et qu'on a généralement assez de facilité dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de se former, d'accord, et d'apprendre. Donc, perçu et par expérience et des fois, bah, voilà, on a testé des choses et ça n'a pas du tout marché, hein, ça c'est certain. On s'est aperçu que les publics éloignés socialement éloignés depuis un certain temps de l'emploi ou de la formation. Je ne me suis pas formée depuis très longtemps, j'ai un petit niveau de qualification. Ce ne sont pas des publics qui doivent être tout de suite en e-learning, voire il faut être vraiment sur des formations longues et bien plus tardivement, ça c'est certain, et même changer de format dans le e-learning, et je vais en parler juste après. Parce qu'ils ont besoin de cadre. Ils ont besoin de retrouver dans ce cadre la confiance dans la formation, dans le formateur, dans l'organisme de formation, et de se sentir bien. Et là, ensuite, on peut aller vers plus d'autonomie, le e-learning étant de l'autonomie quand même dans l'apprentissage. Donc ça, c'est extrêmement important parce que si vous mettez ce type de public directement en e-learning, c'est fiasco complet. C'est l'inverse. Donc ça, c'est extrêmement important de se dire ça. Ensuite, pour répondre aussi à Agathe qui dit: «Comment inclure des personnes qui s'inscrivent en formation et qui en ont plus qu'assez de la visio après les confinements?» Alors digitaliser, c'est pas on parle pas quand tout le monde parle de digitalisation, on parle pas de visio en fait dans notre vocabulaire, on parle de e-learning. D'accord? On parle d'une plateforme LMS, un Learning Management System. C'est quoi? C'est la plateforme pédagogique digitale, c'est votre classe de cours digitalisée, d'accord? Où on va créer les parcours de formation. Bah, dites-vous bien que quand les personnes en ont marre, et si vous revenez sur de la visio plutôt tradie, enfin, excusez-moi pour le mot tradie, mais là, ce qu'on fait, c'est de l'expositif, d'accord? C'est un webinaire. Donc, c'est positif. Il faut favoriser l'émotion positive. Et pour favoriser l'émotion positive, il y a quelque chose qui est assez dément en formation. D'ailleurs, on a une visio un peu là-dessus. On a un webinaire hein, au mois d'octobre un peu là-dessus. On scénarise. On commence à scénariser, on commence à raconter des histoires. On inclut de la gamification, c'est-à-dire du jeu. Alors, pourquoi on parle gamification, langage anglais, et pas jeu? Parce que dès qu'on parle jeu, on pense infantilisation. Non, la gamification, c'est apporter du jeu dans ce que l'on fait. Donc, le jeu, on apprend plus facilement, on partage avec les autres, etc., si nécessaire, et on est dans une émotion positive. D'accord? Donc, il faut qu'ils aient une émotion positive à se retrouver en visio. Soit parce qu'ils sont tous ensemble, soit parce qu'à chaque fois, ils savent qu'ils ont un petit jeu au début, soit parce qu'ils savent que ça va beaucoup leur apporter, etc., etc. Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas envie, pour ceux qui ont fait, moi ça m'arrive, hein, des fois je me forme aussi, donc j'ai des visios le soir à 19-21 tous les lundis soirs. Quand je me suis fait 8 visios dans la journée, bah, franchement ça fait du mal quoi. Néanmoins, bah, c'est pas grave, des fois je m'accorde le fait qu'elles soient enregistrées, que je les regarde plus tard. Mais si votre visio fait partie de votre programme et de votre déroulé pédagogique, justement laissez-la enregistrer,
Mettez-la sur une plateforme LMS, créez du contenu avant, après, pour que le stagiaire ne soit pas perdu. Laissez-lui le choix. Donc, j'espère avoir un petit peu répondu, Agathe, à votre question. Donc, je reprends sur digitaliser quoi et pour qui. Donc, c'est une question de stratégie de l'organisme de formation. Donc, quand on inclut de la digitalisation et qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en e-learning, etc., force est de constater que la stratégie des OF change. Parce que dès qu'on digitalise, on change tout, ou en tout cas, on réfléchit, on repense, on reséquence nos formations, mais toute la chaîne de formation de l'organisme de formation. Parce que d'un point de vue administratif, ça n'a plus rien à voir. Parce que d'un point de vue communication, pour inscrire des stagiaires en amont et faire connaître ce que vous faites, ça n'a rien à voir, etc., etc. Et s'il y a une répercussion sur toute la chaîne jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Néanmoins, je tiens quand même à vous rassurer et à vous dire que, c'est extrêmement structurant. La digitalisation rentre complètement dans Calliope, par exemple, sur plein d'aspects. Et deux, ça fait du bien. Ça fait quand même du bien de se poser et de réfléchir à ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et quelle est maintenant la meilleure solution pédagogique, le meilleur chemin pédagogique que l'on peut proposer à nos stagiaires. Parce que c'est comme ça que vous allez vous différencier des autres organismes de formation qui font la même chose que vous. Parce que sur mon petit schéma là, que je vous ai montré, sur lequel je suis passée un peu vite sur la fin, il y a quelque chose d'extrêmement important qui est complètement à droite du petit schéma, qui sont les nouveaux acteurs. Et auprès des OF, il y a énormément de nouveaux acteurs qui peuvent être organismes de formation OFA, CFA, parce que les organismes de formation peuvent être CFA maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, mais aussi d'autres acteurs qui arrivent directement sans avoir besoin de Calliope et qui vont avoir du e-learning sur étagère, de ça sur étagère, qui font de la de la communication, marketing à l'américaine, très sexy, très sympa. Les stagiaires, ils ne regardent pas avant de s'inscrire, ils n'ont pas été formés à savoir comment choisir une formation. Ils disent, ah, c'est trop bien, etc. Ils vont s'inscrire, ils vont dépenser leur CPF, etc. Vous arrivez derrière, vous avez beau avoir un super programme, c'est fini. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux acteurs actuellement en formation. Beaucoup. Et certains qui proposent des outils, et certains qui proposent des LMS, et certains ci, et certains ça. Donc, on parlera du choix également des outils, même si c'est plus prévu pour l'atelier en présentiel. Sur cette partie stratégique, voilà comment vous pouvez déjà choisir un certain nombre de choses. Là où je voulais aussi appuyer les choses et découper les choses avec vous afin que vous compreniez le process. Alors, c'est justement, et donc ça tombe pile, c'est l'approche outil versus l'approche compétence. Concevoir et réaliser un dispositif de formation, comment ça fonctionne? Ça, vous le savez, je suis sûre que vous allez voir toutes les étapes que je vais vous décrire, vous le savez, puisque c'est la même chose, quelle que soit la modalité. Ce que je vais vous dire, c'est comment je l'ai appris alors, c'est pas un master que j'ai passé, moi, c'est un DESS, les masters n'existaient pas, en ingénierie pédagogique. Donc, ça n'a jamais changé, sauf qu'en face à face, on est en zone confort et on a zappé tout un tas d'étapes. Tout un tas de choses, on se dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'était pas bon, en fait. Et que là, tout ce qu'on a un petit peu zappé en se disant ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de cette étape finalement au fur et à mesure, ou bien parce qu'on l'a pas appris, ça aussi c'est tout à fait possible. Là, quand on est à distance, que ce soit en synchrone ou asynchrone, paf, ça nous arrive en pleine tête. Vous l'avez vu en visio. Vous l'avez vu certainement quand vous avez commencé justement suite à la crise sanitaire et aux mesures confinement. Je vous ai dit en visio, si je fais la même chose qu'en présentiel, c'est fini, je suis morte. C'est pareil pour tout le reste. Chaque modalité, tac, une formation. On ne peut pas, suivant les modalités, on ne fait pas la même chose en face à face, on ne fait pas la même chose en visio et on ne fait pas la même chose en e-learning. D'ailleurs, les temps de concentration et les temps de séquençage ne sont pas les mêmes. Donc, vous ne pouvez pas faire la même chose. En tout cas, pour revenir sur mon petit schéma, l'approche compétence, elle se définit, en tout cas les étapes qui sont définies de cette façon-là. Alors, ça, c'est le retour de Letzmann, vous le voyez dans des ouvrages écrits un peu différemment, bien entendu, néanmoins, ça reste exactement la même chose. Et ce qu'il faut savoir actuellement, parce que beaucoup d'OF que l'on accompagne nous disent « Ok, mais moi, vous me décrivez tout ça, mais je vais avoir besoin de recruter des personnes, c'est qui, c'est quelle fonction, etc. » Et vous allez voir, je vais essayer d'éclaircir tout ça. La première étape, c'est l'analyse.
Vous allez me dire, bah, bien sûr, l'analyse de la demande, l'analyse de l'offre, l'analyse du titre, l'analyse de la formation qui est existante ou non et que l'on doit digitaliser. Attention, si la formation existe déjà, on ne reprend pas les slides et le copier-coller pour faire la même chose, d'accord? Sinon, on n'a pas besoin d'un approche outil. L'objectif est de repenser la formation parce qu'il faut trouver vos grains et vos grains, bah, ils apparaissent pas comme ça. Et quand on digitalise, ce qui est assez génialissime, il y a plein de choses qui sont géniales en présentiel, attention. Mais en tout cas en e-learning, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'on peut faire en présentiel. Parce qu'en présentiel, le formateur, il a une expertise et des fois, bah, je ne peux pas lui demander de faire d'autres choses qui ne soient pas dans son expertise. Donc, on a cette première phase d'analyse qui est la phase d'analyse, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce que le besoin? Alors, si vous êtes OF en B2B, bah, c'est là une phase très importante et vous le savez, parce que dans les entreprises, grosse différence entre le commanditaire, qui peut être les ressources humaines, les managers et l'utilisateur final. Des fois, quand on a 3 cercles, on essaie de trouver le milieu des 3 cercles. Et puis, on ouvre encore beaucoup. Et alors là, et actuellement, vous avez vu avec le versement des fonds de la formation pour les plus de 50, etc., encore plus, ils vont vous dire l'analyse doit être poussée avec mesure des impacts de la formation. Ce qu'on voit dans l'évaluation à gauche. Et c'est pour ça que c'est un cercle, parce qu'il y a des allers-retours et finalement, pédagogie, ça ne finit jamais. Donc, c'est l'analyse. Ça peut être un titre aussi. Si on a un titre, par exemple, et qu'on souhaite effectivement, actuellement, on est sur la formation de nos FPA, un formateur pour adultes qu'on est en train de repenser, découper. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, mais il y a des choses qu'on ne peut pas toucher puisque c'est un titre. Donc, on doit redécouper en grains. Le titre, on doit conserver les blocs de compétences, vous le savez, et les évals, mais le reste à l'intérieur, justement, c'est ce qu'on peut redécouper en grains. C'est ce qu'on fait pendant la phase d'ingénierie pédagogique. Donc, l'analyse, on peut avoir des structures comme les nôtres où l'analyse, donc nous, c'est les chefs de projet en ingénierie pédagogique, mais certains ont des commerciaux qui le font. L'ingénierie pédagogique, ou dirigeants de l'OF, bien sûr. L'ingénierie pédagogique sont des ingénieurs pédagogiques. Et vous allez voir que je différencie ingénieur de concepteur pédagogique. L'ingénieur pédagogique, son métier, sa compétence est justement de définir la compétence. Définir, formaliser et être capable d'évaluer une compétence. C'est ça le métier d'ingénieur pédagogique. Et après, de sélectionner le meilleur chemin pour y parvenir. Mais c'est déjà ça. Donc l'ingénieur pédagogique, c'est celui qui va découper en compétences. Mais avant de découper en compétences, il va créer un persona, c'est-à-dire le stagiaire à qui s'adressent ces compétences. Les formations où c'est écrit tout public, ça n'existe pas. D'accord? À chaque fois, on s'adresse à quelqu'un. Alors, en présentiel, c'est vrai qu'on avait tendance, pareil, par confort, à mettre un peu des tout publics. D'accord? Quand c'est le cas, bien entendu. Et puis, bah, c'est le formateur qui fait face à l'hétérogénéité et qui ajuste. Mais en digitalisation, ça aussi, pouf, ça ressort. Et ce n'est pas possible. Je vous prends un exemple. Technique de recherche d'emploi. Technique de recherche d'emploi, ça s'adresse forcément à un public. Et très précis. Parce que mon jeune, par exemple, de 15 ans qui recherche son premier apprentissage, c'est pas du tout le même public et les mêmes compétences à acquérir. Du coup, les mêmes grains, vous allez le voir véritablement là, que un jeune diplômé de 22 ans, 23 ans, que un jeune trentenaire, que une femme ou un homme de 40 ans en reconversion professionnelle, qu'un senior, etc., etc. Ce n'est pas la même chose. Il y en a un, j'ai travaillé sur les compétences, l'autre beaucoup plus sur les savoir-être, etc., etc. Et de toute façon, en digitalisation, et c'est là où c'est important, ma ligne éditoriale sera différente. Ma façon de s'adresser à la personne. Peut-être que mon jeune, je vais le tutoyer et pas les autres. Les exemples que je vais prendre à l'intérieur ne seront pas les mêmes. Le côté immersif ne sera pas le même. Donc, l'ingénieur pédagogique écrit ses compétences en fonction d'un persona. Et puis là, les prérequis aussi, des fois, ne sont pas les mêmes. Donc, il n'y a pas d'hétérogénéité dans la digitalisation. Ça, c'est la première chose que je tiens à vous dire. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas se connecter à ce que vous allez créer, même si ce n'est pas exactement votre persona. Je dis que s'ils se connectent, ils ne s'y retrouveront pas à 100%, c'est certain. Jeune, s'il se connecte à la formation pour les quarantenaires, il ne s'y retrouvera pas. Il va apprendre 2-3 trucs peut-être, et encore. En plus, je ne suis pas sur les mêmes formats. Il y en a un, je suis sur ordinateur, l'autre, je suis sur smartphone. Ce pas les mêmes formats. Donc là, ça va être compliqué. Donc, c'est l'ingénieur pédagogique, en lien avec l'analyse qui a été faite, qui s'occupe de ça. Et c'est,
En tout cas, chez Let's Mind, c'est les chefs de projet qui sont ingénieurs pédagogiques parce qu'ils sont garants de la compétence. C'est très important. Ensuite, on a des concepteurs pédagogiques. Alors, le concepteur pédagogique, là, lui, en tout cas, ce qu'on appelle les concepteurs pédagogiques multimédia, c'est lui qui va écrire à l'aide d'experts, à moins qu'il ait l'expertise, mais à l'aide de formateurs et d'experts, les contenus de la formation. Parce que quand on fait du présentiel ou de la visio, vous qui avez l'habitude aussi des fois de former ou de recruter des formateurs, vous leur donnez un cadre. Nous, quand en tant que formateur, on écrit nos formations, on n'écrit pas tout à la ligne, on dit je vais faire ça, telle activité, tac, 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 tac. On se fait des mini-guides d'animation, puis si la formation a déjà fait 2-3 fois, on le regarde même plus. Là, attention, quand on digitalise, on écrit tout. Bonjour, bienvenue dans cette formation, la voix off, quand il y a la voix off, etc., etc. Tous les écrans, tout ce qui va se passer, les interactions, etc. C'est là où on a aussi beaucoup de travail. Et tous ces écrans doivent répondre effectivement à un objectif pédagogique. Donc, autant l'ingénierie pédagogique, je vous ai expliqué, on est en mapping, autant la conception pédagogique sur la première étape, on est en format Excel. Et vous allez me dire pourquoi on est en format Excel? Parce que sur Excel, on a des onglets qu'on va très rapidement de l'un à l'autre. D'accord? Donc, ce sont des concepteurs pédagogiques qui, derrière, ça peut être les mêmes ou d'autres, vont produire les outils. Ça y est, on est dans les outils. Les concepteurs pédagogiques, en lien avec l'ingénieur pédagogique, va dire, attends, là, je vais faire un glisser-déposer, là, je mets une vidéo, là, etc. Je vais chercher l'impact, etc., etc. OK? C'est pas les mêmes postes. Ingénieur pédagogique, pour ceux qui souhaitent recruter demain, et concepteur pédagogique, c'est ni les mêmes postes, ni les mêmes formations, ni le même salaire. Hein. Ça, je tiens à vous le dire. Pédagogique, lui, a généralement la compétence de production qu'on peut externaliser. Mais c'est lui qui peut produire. S'il y a de la vidéo et que le concepteur ne sait pas faire, on va externaliser. Il peut y avoir des illustrations. Il peut y avoir aussi des logiciels, ce qu'on appelle les logiciels auteurs en conception pédagogique, avec lesquels on crée les formations digitales. Donc, et là, il y a pas mal d'outils qui existent, des outils alors à tous les prix en fonction de je ne vais pas vous faire la liste des outils là parce que j'en aurais pour des heures et des heures, mais vous avez peut-être entendu parler de Storyline, de Captivate, d'iSpring, de Lectora, etc., qui sont des outils de conception pédagogique et de production. OK? Parce que on ne crée rien dans un LMS, à part les quiz à la limite. Le LMS, c'est comme un site internet, mais à vocation pédagogique. C'est une coquille vide dans laquelle on insère ce que l'on a créé pour avoir de la cohérence graphique. OK? Sinon, le LMS, il va faire comme ça, des choses qui vont scroller à la fin avec d'un seul coup une vidéo, etc. Non, non, on cherche de l'interactivité, des clics, des en savoir plus, des boutons, etc. pour que le stagiaire, il ne soit pas passif. Vous êtes passif devant la digitalisation, vous vous endormez. Certains ont déjà dû essayer des MOOC, des formations en ligne, etc. OK. Mais qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a plu? C'est ça que vous devez déterminer pour votre persona, votre stagiaire. Et ça va être aussi un peu l'approche de votre de formation. Ah ouais, dans tel OF, c'est très immersif, on fait des jeux, on fait des serious games, etc. Attention, hein, ça doit servir un but pédagogique. Il ne faut pas être que dans le truc sexy et sympa, sinon ça ne sert à rien. D'accord? Mais le LMS, c'est l'environnement pédagogique qui va permettre d'inscrire vos stagiaires, de suivre vos stagiaires, de faire des chats, des forums, peut-être quelques quiz, d'accord? Mais attention, les quiz, hein, c'est pour certaines évaluations. Hein. Là, tout est quiz actuellement, pas du tout, du tout. Hein. C'est que pour les degrés de connaissance et de compréhension. Déjà, applicatif, on va être sur autre chose. Et ce qui va vous permettre de suivre les stagiaires. Mais c'est une coquille vide, ok? Même les LCMS, c'est-à-dire que les LMS dans lesquels on peut créer du contenu, point de vue cohérence graphique, je ne suis pas pour. Mais là, le point positif quand même, parce que vous allez me dire, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est qu'il y a des outils très sympas et très faciles pour créer du contenu. Si vous faites déjà un peu de communication des visuels, vous connaissez Canva, j'imagine. Et puis certains, vous connaissez peut-être déjà Geniali. D'accord? Geniali, qui est absolument un peu génial pour faire du design un peu sympa de vos contenus avec des boutons, etc. Geniali, tous les OF peuvent se l'offrir. Hein, c'est WooClap, oui, mais WooClap, il est uniquement en synchrone. En asynchrone, c'est compliqué WooClap. D'accord? C'est plus un outil de visio qu'un outil, Kahoot, c'est un outil de synchronicité aussi. Tandis que Geniali, c'est un outil asynchrone. Prenez vos PowerPoint, mettre pas mal de choses. Je vous l'écris là.
Mais vous en avez plein en fait, hein, il y a Genially, il y a Canva, voilà. Il y a des ils sont essayez-les en freemium, en gratuit. Après Genially, l'abonnement pro, il est à 90 € par an, voilà et puis vous avez, tout ce qui est alors Articulate, tout ça, il faut être formé, hein, bien entendu, iSpring et cetera. Là, c'est déjà des logiciels, à plus de 1 000 € par an et qui nécessitent d'avoir quelqu'un à dans votre OF, qui le fasse. De toute façon, produire, vous allez voir, on va en reparler, c'est ça prend du temps. Mais pour finir, en ce qui concerne la production des outils, ensuite, on a l'intégration dans le LMS ou l'animation quand on est en présentiel. Parce que tout ce que je vous dis là, ça marche aussi quand on est en synchrone, hein, l'analyse, l'ingénierie pédagogique, la conception pédagogique et la production des outils sont des étapes exactement identiques en synchrone. Qu'on soit synchrone ou asynchrone, c'est la même chose. Nous, quand on travaille et qu'on crée du présentiel, parce qu'on crée aussi beaucoup de présentiel ou beaucoup de visio, hein, et qu'on écrit des guides d'animation pour les formateurs, croyez-moi, ça prend autant de temps que de faire du e-learning, hein. Parce qu'il faut les créer, tous les supports, tous les jeux, tout ce que l'on fait, et cetera. Il faut les créer. Donc, on revient un peu sur les fondamentaux, en fait. Et ça, ce sont les fondamentaux de la conception et la réalisation d'un dispositif de formation, d'un module, d'une formation. Donc ensuite, on intègre et où on anime, parce qu'on est en salle, parce qu'on est en visio, parce qu'on a notre module e-learning, puis on a des moments aussi avec les stagiaires, individuels, collectifs, etc. Et vous êtes libre, justement, toujours une question de stratégie. On insère ça dans le LMS, bien entendu. Et ensuite, on évalue. Alors, l'évaluation, elle est présente constamment, c'est certain. Mais là, je suis sur l'évaluation du dispositif et l'impact de la formation en lien avec l'analyse. D'accord. Et ça, c'est important. Donc, que contient la digitalisation? La digitalisation, je répète, le e-learning, véritablement, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et puis, vous savez, le vocabulaire de la pédagogie, on n'est pas tous d'accord entre nous. Il y a beaucoup de notions et pas forcément de définitions, beaucoup de termes anglais. Comme je vous l'ai dit, pourquoi? Parce que les termes anglais, en France, un mot pour un mot, etc., on différencie l'ingénierie pédagogique de l'ingénierie de formation, etc., etc. Les Anglais se prennent beaucoup moins la tête et déjà, ils sont sur l'approche compétences depuis très longtemps et ils englobent, on parle de design learning pour les deux et le e-learning, donc c'est l'atteinte d'une compétence en modalité asynchrone. D'accord. Si vous déposez juste vos contenus, vos ressources, ce qui est tout à fait possible, ou faire du quiz ou faire juste un test de positionnement avant-après, quand je dis juste, c'est pas du tout péjoratif, c'est de la digitalisation, mais ce n'est pas du e-learning. Oui, le vocabulaire perd totalement les formateurs et effectivement, il faut commencer à reformer les formateurs sur le vocabulaire. Alors déjà, il faut savoir que tous les formateurs n'ont pas été, les formateurs en général sont embauchés à la base pour leur expertise, métier, leur domaine et pas forcément, tous n'ont pas eu une formation de formateur. Donc c'est très compliqué pour eux. C'est comme si dans leur domaine, voilà, vous arrivez et puis vous devez tout savoir. Non, ça marche pas comme ça, c'est trop compliqué. Par contre, ça, clairement, on voit de plus en plus de kits formateurs digitalisés justement pour donner un petit kit aux formateurs qui arrivent ou bien durant en disant OK, on clarifie. Parce qu'il y a le vocabulaire de la formation et de la pédago, ça c'est certain, mais il y a le vocabulaire interne des organismes de formation. Et je pense qu'il faut effectivement aussi des fois le faire. Donc, donc, que contient la digitalisation? Bah, en fait, ce que vous allez vouloir en faire. Je sais que vous aimeriez que je vous guide, mais tout est possible. Et vraiment, tout est possible en pédagogie. Tout est possible. Donc, tout ce qui est possible, souhaité, souhaitable, tout ce que vous voulez faire. Mais néanmoins, je rappelle, et je sais que vous allez me dire, bah, vous n'arrêtez pas de le dire, mais oui, je le redis, ça dépend du persona et de la compétence. OK? Pas de ce que vous voulez. C'est un biais cognitif, ça, ce que le formateur veut, hein. OK? Sauf si la commande, nous, on a des commandes, on nous dit c'est 100 e-learning. Bon, bah là, on va pas, voilà. Mais à l'intérieur, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Parce qu'on fait que du sur-mesure et l'innovation. Donc, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Donc, ça va dépendre du coup du persona et de l'expérience utilisateur. Alors là, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer ça. Parce que l'expérience utilisateur, c'est déjà du vocabulaire, ce qu'on appelle l'UX, c'est du vocabulaire de développeur et d'environnement digital pur, hein, de site internet, etc. Ça a toujours existé également en pédagogie, mais on l'appelle un peu différemment. Et puis en présentiel, il faut vous dire, ou en visio, tout ce qui est synchrone, c'est porté par le formateur. C'est ce qui fait la différence entre, sur un même programme pédagogique, avec le même guide d'animation, entre deux formateurs. L'expérience utilisateur, c'est quoi? Bien justement, ce n'est pas le quoi de la formation, ce ne sont pas les contenus de la formation, c'est le comment. C'est-à-dire que votre stagiaire, c'est ce qu'il va ressentir
à la fin de la formation. Les émotions avec lesquelles il part. Et c'est la première chose qu'ils disent, hein. Vous le voyez dans vos évaluations à chaud. «Ah, c'était génial, c'était sympa, le formateur, il était sympa. Ah, on a bien été accueillis». Tout ça, c'est de l'émotion, c'est pas factuel, d'accord? C'est ce qu'il va ressentir. Il y avait de la bienveillance, j'ai gagné de la confiance en moi, je me suis senti. Et ça, on l'écrit. C'est important. On a le persona, son expérience utilisateur et les compétences. Et de là, on ne crée plus du tout la même formation en fonction de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'à l'issue de la formation, vos stagiaires ressentent? Alors, je vais même vous dire, en tant qu'organisme de formation, il y a 2 expériences utilisateurs que vous devez absolument faire vos formateurs. C'est celle de votre OF. C'est vous, c'est votre OF. OK, alors on parle de valeurs, et cetera. Bon, les 3/4 du temps, hein, c'est un peu bullshit quand même, mais pourquoi pas? En tout cas, ça peut se retourner, on peut les retrouver à l'intérieur. C'est vous, en dehors de vos contenus, hein, vous formez à ça, OK. Mais ça, c'est comme Pierre Paul Jacques, OK? Ce qui vous différencie, c'est l'expérience utilisateur, ce qu'ils vont vivre, les stagiaires avec vous. Et après, comment ils vont le bah, avec du digital ou pas, et cetera. Mais c'est ce qu'ils vont vivre à l'intérieur. Et ça, il est vrai qu'on l'explique peu aux formateurs. On leur dit: «Bon, les objectifs, c'est ça, alors nous, on est plutôt sur une mise en pratique, tatati tatata». Mais c'est pas l'expérience utilisateur. Si tout le monde s'accordait avec ça, donc on peut avoir l'expérience utilisateur de l'organisme de formation et comment c'est retranscrit de façon un peu plus précise ou des fois un peu différemment en fonction de la formation. Donc ça, c'est je vous invite à le faire parce que c'est ce qui va aussi poser votre stratégie et c'est ce qui va vous permettre également derrière, d'avoir des savoir-faire différenciateurs et des avantages concurrentiels. Parce que derrière, vous avez vu, j'ai mis un slash, l'intention pédagogique. C'est comment cette expérience utilisateur est traduite en intention pédagogique. Certains vont dire: «On privilégie à 100 le présentiel avec la même chose, avec des apports, des synthèses, des redites, des petits cours en digital, voire en e-learning». D'accord? Mais nous, c'est parce que derrière, on veut qu'ils se sentent, que les stagiaires ressentent que ci, que ça. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Mais ça, c'est des discours effectivement que l'on a, mais qu'il faut maintenant formaliser. Parce que, le concepteur pédagogique et l'ingénieur pédagogique en ont besoin. Pour savoir comment ils vont faire les choses et du coup, quels outils ils vont utiliser. Est-ce qu'il va y avoir du storytelling? Alors le storytelling, c'est la façon de raconter une histoire à l'intérieur de cette formation. Et cette histoire, on la fait complètement déconnectée, décorrélée même de la formation, ou elle est à l'inverse immersive pour notre persona. Du style, est-ce que je prends, je fais un truc, en lien avec, je dis n'importe quoi, Stranger Things, parce que, voilà, ou, est-ce que je fais vraiment de l'immersif par rapport à ce qu'ils font? Voilà. Mais c'est pas du tout le même parti pris pédagogique. Il y a plein de partis pédagogiques, voilà. Quelle histoire je vais leur raconter? Est-ce que je vais mettre des vidéos? Est-ce que je vais mettre de la vidéo à 360? Est-ce que je vais mettre de la réalité virtuelle? Certains, j'imagine, se posent la question sur les outils de la réalité virtuelle. Là encore, attention, hein, les outils, vous avez vu, c'est pas tout de suite. Évitez les outils gadgets ou si vous en avez, bah, vous avez le droit et vous accordez aussi à faire de la communication. Mais ne confondons pas communication et formation. Il y a beaucoup de choses très bien en réalité virtuelle et il y a beaucoup de choses dans les outils très sexy qui ne servent à rien pédagogiquement. Et que les stagiaires vont dire: «Ah, c'était génial, ah bah oui, c'était top et tout, on a passé un moment». Et tu as appris quoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu en retiens? Bah si, on a fait ça. Oui, mais tu en retiens quoi en fait en termes de compétences? Ah, je sais pas. Donc ça, on a un problème pédagogique derrière, hein. On peut avoir des illustrations, on peut avoir des jeux, on peut avoir des évaluations qui ne soient pas forcément des évaluations sanctions, qui soient des activités de progression, et cetera. Donc on peut avoir tout un tas de choses qui permettent effectivement d'aller dans le sens de l'expérience utilisateur et de votre intention pédagogique. Et ce qui est génial avec la digitalisation, bah, c'est qu'on peut, rassembler tout au sein d'une même formation. Attention cependant à quelque chose, c'est les droits d'auteur. Je rappelle un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas récupérer des contenus sur internet qui ne vous appartiennent pas. Alors, on l'a tous fait, hein, faut être clair, en face à face pédagogique. On ne fait même que ça sur nos PowerPoint ou pas loin. Heu, les sources doivent être citées à chaque fois. Mais par contre, en digitalisation, vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous pouvez être attaqué.
Voilà, vous pouvez récupérer des vidéos YouTube, ça vous avez le droit à partir du moment où vous les citez et à partir du moment où vous ne les coupez pas. Une vidéo qui fait 15 minutes, paf, 15 minutes. OK? Sur effectivement, quelques éléments factuels parce c'est ce qui nous manque en général. On me dit: «OK, mais tout ça, ça va prendre combien de temps?» parce que moi, je veux bien répartir ma masse salariale, je veux bien faire ci, ça, mais combien de temps ça prend? Alors, plusieurs choses importantes, très importantes. En digitalisation, quand c'est de la digitalisation de contenu, c'est-à-dire que vous êtes sur une modalité qui est synchrone, mais vous souhaitez qu'il y ait un quiz ou qu'il y ait une petite synthèse qui soit digitalisée ou quelques éléments digitalisés. Vous pouvez très bien vous dire, ça c'est la compétence du formateur, tout comme la création de son support PowerPoint. Pourquoi pas? Ce qu'on appellera demain les e-formateurs, ok? Néanmoins, le formateur ne sait pas, et ce n'est pas son métier, je le redis, pour faire du e-learning. Si vous prenez cette option et vous allez voir les éléments factuels que je vais vous donner, il faut bien vous dire qu'il faut lui enlever énormément de face-à-face parce que ce ne sera pas possible. C'est vraiment, on a plutôt des services digitalisation qui commencent à être créés dans les organismes de formation. Quand vous êtes peu nombreux dans un organisme de formation, moins de 10, voire seul, bon, c'est vous généralement qui animez, c'est vous qui, voilà, ce qui est tout à fait normal. Là, effectivement, c'est vous qui allez le faire parce que vous remplissez l'ensemble des fonctions de l'OF. OK? Quand vous avez un organisme de formation d'une taille un peu plus importante, c'est moins possible. C'est beaucoup moins possible. Les formateurs, leur but, c'est d'animer, c'est pas de concevoir la formation de A à Z. Ils peuvent concevoir leur séquence, OK, mais pas la formation. C'est la différence entre l'ingénieur pédago et le formateur. Alors, je sais que tout ça, ça a été un peu mélangé pendant quelques temps. Néanmoins, quand je vous ai dit que la digitalisation était très structurante, c'est là aussi, c'est que bah, ça remet un peu l'église au centre du village, quoi. Donc, pour déterminer, effectivement, c'est ce qu'on nous demande. Oui, mais bon, il faut combien de temps pour faire tout ça? Comment ça se passe, etc. C'est très compliqué de déterminer les temps de création et de production. Mais on le fait nous toute la journée parce que bah, quand on a des commandes, il faut bien le faire. On a plusieurs possibilités. Soit la formation est déjà existante, d'accord? Et on mesure, c'est en lien avec le temps de face-à-face pédagogique. Si votre formation fait 7 heures, 14 heures, 440 heures et qu'on veut digitaliser X temps, alors déjà, il va falloir toute la granulariser pour savoir ce qu'on digitalise, même si c'est un titre. D'accord? On ne peut pas se dire juste un petit morceau comme ça. Enfin, on peut, mais généralement, l'impact est moindre. Donc, on peut, en tout cas, si on sait qu'on a 14 heures de formation en présentiel, qu'on souhaite digitaliser à 100%, parce qu'on veut la passer en e-learning. Donc, on prend le temps de face-à-face pédagogique. D'accord? Il peut y avoir le nombre de slides. Alors, c'est en fonction du détail de la slide. Donc, il faut regarder vos slides, comment elles sont faites, si elles sont détaillées ou pas, etc. Vous voyez, moi, les miennes ne sont pas énormément détaillées. Donc, ça donne qu'un aperçu, quand même, somme toute, un peu relatif. Parce que, par exemple, dans la roue de la conception, il aurait fallu que je fasse des slides à part, etc. Mais ça peut être le nombre de slides. D'accord. Nous, on sait que des fois, on digitalise 1000 slides. On sait combien de temps ça prend. On a des ratios par slide, en fait, de production. Et à l'intérieur de ces ratios, on a un ratio de complexité. La complexité, c'est ce que vous avez vu là, par exemple, sur ce que je vous ai montré. On peut avoir des slides simples, comme là, un peu plus designé, bien sûr, mais c'est la slide simple, avec du texte, voire une image. OK? Et on peut avoir des slides avec des vidéos, avec des quiz, etc. C'est des degrés de complexité bien plus importants. Vous imaginez bien que pour écrire un script, aller tourner une vidéo, la monter, réaliser un quiz, d'accord? Si on veut que le quiz, il apparaisse comme ci, comme ça, il y a toujours un peu de développement, etc. C'est possible. En tout cas, écrire un quiz, ça s'écrit pas en une fois non plus. Il y a ce degré de complexité. Donc, on a des ratios par slide avec des coefficients multiplicateurs en fonction de la complexité. Donc, à la fin, ce ratio, en moyenne, vous allez me dire, je suis pratiquement du simple au double, mais pas loin, il est entre x10 et x15 par rapport à du face-à-face pédagogique. D'accord? C'est-à-dire que vous, en interne, sur des premiers projets, si vous voulez digitaliser 7 heures de formation, il faut que vous soyez sur un ratio x15 à peu près. x10, x15, donc ça vous prend 70 heures à 105 heures. Alors, pour une personne, d'accord?
Nous, on a des graphistes qui font du graphisme, des concepteurs qui font du concepteur. Donc, des fois, les temps, ça va vite. 35 heures, pour nous, 70 heures, ça fait 10 jours de travail. 10 jours du travail, ouais, c'est ça. Et ça va vite parce que là, en ce moment, j'ai des concepteurs et des graphistes sur un même dossier. Donc, c'est multiplié par 2 le temps. Donc, mais c'est à peu près ça. Pour vous, il faut compter 1 fois 15 et vous allez tendre vers 1 fois 10 pour mesurer le temps qu'il faut. Alors, on parle généralement de production sans graphisme parce que là aussi, vous ne pouvez pas demander à des personnes de faire des choses qu'elles ne savent pas faire. Le graphisme, c'est à part en fait. C'est vraiment, moi, vous auriez vu mon PowerPoint avant que la graphiste passe, vous auriez pris peur. C'est vraiment, c'est comment faire du beau. Alors, quand on est en face à face, vous avez regardé un peu le PowerPoint, oui, il doit être sympa, mais ça s'arrête là, quoi. Mais quand vous êtes en digitalisation, c'est votre support, c'est votre image, c'est tout ce qui va faire. Là, soit vous avez des gens qui ont déjà une formation de graphiste, des fois, beaucoup de concepteurs sont graphistes à la base, beaucoup de concepteurs sont en reconversion professionnelle. Soit, bah, voilà, vous utilisez des outils qui font déjà un peu de graphisme et qui vont déjà faire un peu de beau tout seul, comme Canva, par exemple, et qui va vous proposer des maquettes d'esthétique. D'accord. Ça s'improvise pas. Et puis, voilà. On évite les animations dans tous les sens. C'est comme la mode des présis à un moment, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, en fonction des outils, je vous ai donné 2 outils. Geniali, qui est un outil assez simple, en tout cas très ergonomique pour ceux qui ont un peu l'habitude du digital, du numérique. On apprend vite. En plus, il y a une académie où il y a énormément de tutoriels. Mais en tout cas, nous, en interne, pour faire 20 minutes de Geniali, il nous faut 5 jours. Je parle de production en dehors de la conception pédagogique et de l'ingénierie. Produire, vraiment. OK, on a toute la conception pédagogique, maintenant, il faut le faire. Faire 20 minutes de e-learning avec Geniali, il nous faut 5 jours. D'accord? Pour faire 5 minutes sous Storyline, donc il y a un logiciel auteur bien plus développé. Donc, Storyline, on l'utilise quand on est déjà en B2B, en vente directe en général. D'accord? Mais en Blended, on peut trouver d'autres outils parce que Storyline, c'est vraiment un logiciel qui est à 1 200 €, qui vient d'augmenter de 200 là déjà. D'Articulate. Et puis, il faut être formé. Voilà, c'est comme si vous faites un peu de visuel ou de graphisme, vous utilisez des outils déjà en ligne qui sont déjà prêts, bah, vous n'êtes pas obligé de connaître Photoshop, Illustrator, InDesign. Bah, Storyline, c'est le pack Adobe pour nous. C'est Photoshop, Illustrator, InDesign et Geniali, c'est Canva, quoi. C'est ce qu'on peut faire un peu tout seul, facilement, des petits visuels. Geniali, c'est un peu quand vous faites une story Insta, tout ce qui est déjà prêt pour le faire. C'est un peu ça. J'espère que je suis claire parce que du coup, je prends plein d'exemples en digitalisation, mais bon, voilà. Donc voilà, en production, c'est ça. C'est les temps aussi. Si demain vous voulez externaliser, qu'on va vous facturer. Ça, c'est important. Donc, ça change, encore une fois, c'est de l'investissement pour l'organisme de formation. On n'est pas, bah tiens, le formateur, il fait son PowerPoint, etc. Et moi, je le paye uniquement sur son animation. Et c'est généralement y compris la prépa où j'augmente un petit peu, où c'est la moitié du temps, etc. Non, là, ça n'a plus rien à voir, on est d'accord. Donc, c'est stratégique avant tout, forcément, parce que ça va nécessiter des moyens supplémentaires. Du coup, question clé, du coup, oui, c'est bien joli, mais combien ça va me coûter tout ça? Et puis après, comment je peux rentabiliser? Donc ça, on le verra dans le prochain atelier. Mais je vous ai déjà donné des clés. Le e-learning ne se vend pas moins cher que le présentiel, du tout, du tout. Et en plus, c'est d'autres canaux de distribution et d'autres publics que vous n'adressiez peut-être pas. Donc ça, c'est intéressant aussi. On vient de finir une formation dans un organisme de formation, sur une formation assez longue, qui est 100% digitalisée avec des petits temps de coaching et de suivi et quelques visios. Il avait 8 stagiaires sur l'année, d'accord? Au même prix, il en a 40 là. C'est déjà rentabilisé. OK. Mais voilà, on va vous apprendre aussi, lors de cet atelier que, OK, mais tout ce qui est pédagogie, tous les ans, il faut le revoir. Enfin, à chaque cycle, on va se dire: «OK, ça marche, ça marche plus, on va essayer de faire ça». On voit pas à 100, on revoit entre 5 et 10 maximum, bien sûr. Mais il y a de la maintenance et puis la durée de vie, ce qu'on nous demande, la durée de vie d'un e-learning pur, c'est 4-5 ans avant une refonte, OK? Parce que les outils changent. Réfléchissez à ce qu'il y avait il y a 5 ans en termes de digitalisation sur le net. Hein? Où en était Insta, où en était Facebook, où en était Netflix, où en était et cetera et cetera. Plus du tout, on voit plus du tout les choses de la même façon. On raccourcit les délais, on est sur des mini-séries, on est sur plein de choses, mais en fait, notre cerveau s'y habitue. Donc en formation, vous devez être en lien avec votre public cible.
Donc le budget, bah, ça va dépendre de la détermination des ressources. Quand je dis ressources, je dis, quelle que soit la ressource, hein, on est bien d'accord, c'est la ressource matérielle, mais c'est les ressources, alors, ressources humaines, j'aime pas trop ce mot, mais les collaborateurs, est-ce que je vais être obligée d'embaucher? Si j'embauche pas, bah, je vais effectivement, former, probablement ou des gens dans mon service qui aspirent à faire ces choses, mais ça veut dire qu'ils font pas le reste pendant ce temps-là. Donc comment je fais en fait? Donc c'est vraiment des questions importantes. Ce qui coûte le plus cher, c'est pas les outils et les ressources, hein. Enfin, c'est vraiment l'humain et toute la conception derrière. C'est pas le LMS bien sûr, mais c'est pas tant que ça, hein. Les premiers LMS, on est sur des prix, sur, je vais en parler juste derrière, mais sur les premiers Moodle, on peut être, maintenant c'est hébergement compris, hein, maintenant c'est hébergement compris à 2 000 € par an. Pour 1 000 stagiaires, c'est rien, c'est rien. Donc, après, on a des LMS privés, attention, très, très chers aussi, hein, il y a tous les prix. Donc, les outils, hein, bah, OK, détermination des ressources, détermination des outils. Je fais quoi? Du coup, impact sur mes ressources, bien sûr. Et puis de la stratégie de digitalisation. Alors attention, je ne parle plus de stratégie de mon organisme de formation, je parle de stratégie de digitalisation. Est-ce que j'internalise et ou j'externalise? Beaucoup d'organismes de formation internalisent l'ingénierie pédagogique et la conception pédagogique, c'est-à-dire l'écriture complète, mais externalisent la production. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Certains internalisent tout et certains externalisent tout. On nous donne les ressources, les PowerPoint, les machins, on nous dit débrouillez-vous. Enfin, on a des liens, bien sûr, mais c'est vraiment ça, ils externalisent à 100%. Donc bien sûr, on est d'accord, c'est pas le même prix en fonction du niveau d'externalisation. Mais voilà, c'est important de se le dire et d'avoir quelque chose qui soit complet en toute conscience, en fait. C'est ça, qui soit préparé et prêt parce que là, on parle au niveau de l'OF, mais on est d'accord que pour les formateurs, c'est un vrai bouleversement quand même, hein, sur leur métier et cetera. En fait, ce qu'on leur demandait n'est plus ce qu'on leur demande. Pas que, en tout cas. Ce sur quoi ils ont été embauchés n'est plus suffisant. Plus ils étaient au-dessus, bah, le métier a complètement changé. En tout cas, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc ça fait beaucoup de choses pour tout le monde, qui changent, énormément. Pour faire un petit point sur le LMS, parce que vous me l'aviez demandé, il existe 2 grandes familles de LMS. Vous avez 2 types, donc vous avez les open source, et vous avez, les, LMS privés. Un open source, c'est quoi? Ça vient principalement des États-Unis à la base et de développeurs qui codent et le partagent. C'est ça l'open source. OK? Donc il y a plusieurs, il y en a plusieurs, Moodle, Claroline, Shamilo, vous les avez peut-être vous en avez entendu parler. Donc c'est des plugins qu'on installe, autant sur un site, bah, vous pouvez avoir WordPress, autant sur un LMS, vous pouvez avoir Moodle, d'accord? Donc si vous êtes bon, hein, vous faites un peu de dev, non, 360 Learning, c'est du privé pur. Je vais en parler juste après. Du tout de l'open source, non, non, c'est privé, privé. Donc, et Digiformat, c'est privé aussi. Je vais vous en parler juste ensuite. Donc, Moodle, en fait, généralement, on se fait accompagner quand même par une société qui peut gérer et l'hébergement et la maintenance. Et tant mieux, parce que l'hébergement coûte très cher si vous passez par OVH, etc. Vous en aurez pour le même prix pratiquement que d'avoir quelqu'un qui gère tout ça. Et pourquoi il y a de la maintenance? Bah, c'est comme WordPress ou autre, il y a des plugins qui doivent être mis à jour au fur et à mesure. Donc, bah, si vous savez faire, tant mieux. Voilà, mais moi, je considère qu'il y a des spécialistes pour ça. Donc, voilà. Donc, et vous allez pouvoir choisir vos fonctionnalités. Je veux du chat, du forum, tatati, tatata. Moodle, donc les premiers prix, c'est 2 000 €, comme je l'ai dit, 1 990 par an pour 1 000 stagiaires. Ce qui est pas mal, c'est que le nombre de stagiaires est vraiment très grand. Vous pouvez faire pas mal de choses. L'inconvénient, c'est un peu scolaire dans l'esthétisme. D'accord? Voilà, parce que ça a été fait pour les universités à la base. Ça s'est un peu amélioré parce que vous pouvez choisir des fois vos templates, etc. Néanmoins, c'est un peu scolaire. Mais ça fait vraiment bien le job aussi. Voilà, c'est la différence un peu entre un WordPress et puis un site vraiment sur mesure. Vous voyez, il y a des belles choses. Moodle, 1 990 €. Les premiers prix, c'est 1 990 €. Je parle toujours hors taxe et par an pour 1 000 stagiaires à peu près. Ça, il y a des entreprises qui accompagnent là-dessus directement. Et c'est facile à prendre en main, tout à fait. Là, tout ce dont je vous parle, c'est assez facile en main. C'est les premiers prix, c'est à peu près ça. Alors, vous avez d'autres familles, c'est les privés. Alors, Digiformat,
C'est un peu différent parce que Digiformat, à la base, c'est un ERP. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet de gérer un organisme de formation, d'éditer les conventions, et cetera, et cetera. Et puis, ils sont assez intelligents chez Digiformat. Ils se sont dit: «Hop, hop, hop, on va créer notre propre LMS. Comme ça, bah, c'est simple, on a la remontée des données directement dans nos conventions, et cetera». Donc c'est très bien. Vous pouvez utiliser Digiformat. Nous, on les utilise tous, hein, pour nos clients, hein, puisqu'on n'a pas, comme je l'ai dit, de choses internes. Donc, on va chercher véritablement en fonction des cahiers des charges. C'est très bien Digiformat. Néanmoins, on ne crée rien. Je le dis encore une fois. Je vous le redis. Un LMS est une coquille vide. On ne crée rien en direct dans un LMS. C'est exactement comme si dans un site, vous disiez: «Ah ben, je veux créer directement dans mon site». Non, les photos, tout ça, vous allez les chercher à part, vous créez votre texte avec votre police, etc., etc. On ne crée rien dans un LMS. Donc, Digiformat est très bien à partir du moment où vous créez à l'extérieur, on l'exporte sous un format spécifique, voilà, et on le remet dans Digiformat. D'un autre côté, c'est génial parce que demain, vous changez de LMS, vous avez déjà tout à côté, vous n'avez plus qu'à faire des copier-coller. OK? Donc, Digiformat est bien aussi et vous avez les grands LMS privés de France, qui parce que le marché s'est concentré, hein, ça fait un petit moment maintenant, 360 Learning, RiseUp, ou les premiers prix, ça peut être très bien aussi. Alors ça, on dit LMS privé, c'est vraiment du LMS B2B que des fois je conseille quand on est dans de la vente, pure, en B2B, plutôt que du Moodle, qui est plutôt quand on fait du blended learning en interne, d'accord? Pour nos stagiaires, on leur met du learning, et cetera. Là, quand on est dans des contenus à revendre, on est plus sur des choses en privé, qui ont un côté marketing un peu plus appuyé, et une ergonomie encore plus facilitée. Les premiers prix sur RiseUp, quand vous avez peu de stagiaires, parce que c'est en fonction du nombre de stagiaires, c'est 7 €, 8 € par mois et par stagiaire. Vous allez me dire: «C'est énorme ou pas?» Moi, je dis que le prix, c'est ce qu'on en fait, mais c'est surtout, que, bah, si on revend, on l'inclut dans notre business model, hein, c'est la base. Donc voilà. Et puis après, vous avez des tarifications annuelles en fonction du nombre de stagiaires. Mais ça simplifie énormément les choses. Vous posez vos contenus, c'est propre pour les stagiaires, voilà, donc dans Assessmind, on vous pose ce type de questions et on va vous dire: «OK, vous êtes plutôt open source ou plutôt ça ou plutôt on ne sait pas», parce que vous êtes un peu des 2. Donc on vous conseille, voilà, d'y réfléchir ou de vous faire accompagner. Voilà, LMS, mais on différencie les outils de création, de production des outils d'hébergement. Un LMS est un outil d'hébergement. OK? Ça, c'est important. Alors pour synthétiser, pour faire une petite synthèse de ce webinaire, hein, ensuite je laisserai la parole à Lauriane. Vous l'avez compris, tout est une question d'abord de stratégie. Bah, c'est très simple, si vous ne savez pas où vous voulez aller, même si je sais que le plus beau dans un voyage, c'est le voyage, néanmoins, là, professionnellement, si vous ne savez pas où vous voulez aller, comment vous voulez aller, bah, vous pouvez en faire des choses en digitalisation, hein. Ça, il y a pas de souci et vous pouvez en dépenser de l'argent. Stratégie, on réfléchit à sa stratégie, ensuite on le met en œuvre. C'est ce qu'on sur la journée qui est consacrée. Ensuite, il faut bien vous dire que la digitalisation va faire évoluer votre positionnement. Donc aussi, et tout ça soutenu par la réforme parce que c'est financé maintenant, même dans les OPCO, et cetera, hein. La digitalisation est financée. Vous êtes CFA, c'est financé. On n'a jamais dit qu'il fallait faire 450 heures de ça. C'est faux. Donc, l'évolution de votre positionnement et comment aussi vous allez communiquer. Parce que derrière, il va falloir faire savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, il y a un changement d'image aussi des fois dans beaucoup d'organismes de formation que l'on voit actuellement.